Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Vincent. Salut Vincent. Salut Mythe, salut tout le monde. Alors Vincent, ça va, la forme? Oh, la petite forme des lundis, mais on fait aller. Très bien. Donc toujours aficionado chez Pragmastic, toujours la voix off au début de chaque épisode. Des valeurs sûres qui ne changent pas. Absolument. Et peut-être bientôt en retour en stream. Qui sait? Non, on a un beau jeu prévu pour Pragma ce mois-ci, qui ferait un très très beau Pragma stream. Et pas mentir, je suis chaud. Eh oui, le jeu de Mahjong sur Game Boy. Oui, Silent Hill sur PS. Ouais, très bien. Et donc Vincent, on va parler d'un sujet qui est tangent au jeu vidéo, mais qui n'est pas exactement un sujet de jeu vidéo, puisque nous allons parler de JDR, toi et moi, nous allons parler de jeux de rôle. Oh, la belle discussion que voici. On va en avoir de belles choses à dire. Hein. Alors Vincent, est-ce que tu aimes les jeux de rôle? Non. Trahison suprême, ça fait pas 2 ans qu'on est sur une table en même temps, mais non, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Non, évidemment, j'aime beaucoup. Je n'étais pas particulièrement friand avant qu'on s'y colle, par manque d'opportunités. Je sais plus qui j'ai entendu dire l'autre jour, la première fois que j'ai commencé sur un jeu, je crois que c'est... Attends. Merde. Ah, bon sang, comment son nom peut... Oui, voilà. Matt Mercer disait, moi, ma première expérience, c'était sur un homebrew complètement claqué. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que, concomitamment, ma première expérience, et tu es bien placé pour le savoir en JDR, c'était sur un homebrew complètement claqué. Ouais. qui a amené de belles choses après, on va pas rigoler. Il y avait quand même quelques beaux moments, mais des règles un peu spécieuses et quantité de crunch pour chaque action qui était peut-être un petit peu au-delà des normes attendues. Oui, mais c'était quand même impressionnant de se dire que ce système auquel on a joué avait été conçu par une seule personne. Par une seule personne pendant une période de grand ennui, hein, selon lui-même. Hein, c'était ça. C'était son origin story de méchant de comics. Ouais, c'était un peu ça. Et donc, voilà. Ça a ouvert mon appétit, en fait, ça. Et puis après, on a eu l'occasion de se mettre beaucoup plus récemment sur D&D 5, Donjons et Dragons 5e édition. J'ai eu un petit passage, hein, bref, parce qu'on a eu très longtemps un manque d'édition en France là-dessus, sur Cyberpunk Red. Tout à fait. Que, par ailleurs, je recommande, hein, sans trop de retenue. Hein. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de sourcebook. Et moi, je n'aime pas travailler avec un PDF en tant que MJ. Voilà. Ça paraît contre-intuitif. Tu vas me dire, mais un PDF avec les tables et tout ça, tu trouves ce que tu veux quand tu veux. Moi, j'aime bien voir l'objet livre, en fait. Avec mes tables à moi, avec un... On est en train de trahir nos âges, là, mais oui. Ah, bah ça... Nous sommes des gens qui aimons avoir des livres en main. Exactement. Nous sommes de vieux messieurs, hein, quelque part. Ouais, c'est terrible. Et donc, égard-là. Oui, le résultat, c'est qu'on a une expérience assez similaire sur le JDR. Hein. Moi, j'avais eu l'occasion de faire quelques séances de Call of Cthulhu avec un de mes grands frères par-ci par-là, mais mon grand fantasme depuis que je suis tout petit, c'était de jouer à Donjons et Dragons. Et le Covid aidant, en plein confinement, c'était l'occasion de se lancer. Et je me suis. Et donc ça a été une source de joie et de bonheur ininterrompue depuis.
surtout depuis la fin du mois de janvier et la fin de cette horrible histoire de licence de Wizard of the Coast. Je vais prendre un tout petit instant, parce que on part du principe que tout le monde le sait, mais c'est pas forcément évident. Tu as dit deux choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble. Tu as dit, je me suis mis à Donjons et Dragons pendant le Covid. Eh oui. Et je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, si j'ose espérer qu'on est écouté par des personnes qui sont peut-être autant au fait que nous, il y en a certainement qui n'ont pas cette information-là, et pour qui, dans l'imaginaire, Donjons et Dragons, c'est une table, c'est des gens autour, des snacks et des jets de D20, de D10, de D8 dans tous les sens. C'est vrai, les gens qui ont regardé Stranger Things notamment. Voilà, et ça, ce serait assez antinomique avec la notion de Covid. Or, il faut bien se mettre en tête que depuis maintenant quelques années, oui, tiens, j'avais oublié qu'on avait aussi eu une petite période Fantasy Craft avec un de mes amis aussi, via le système que je m'apprête à décrire, qui est le Virtual Tabletop, donc la table de jeu virtuelle. Soit un espace de jeu en ligne, où on se retrouve et où on peut faire nos jets de dés, déplacer nos personnages sur des cartes, et récupérer en gros ce qui fait l'essence de la table dans le jeu de rôle sur table, mais sans la présence obligatoire. C'est l'équivalent Donjons et Dragons de la réunion Zoom. C'est ça. C'est bien pratique pour pouvoir jouer avec des gens qui sont loin, des gens qui ont des conflits d'emploi du temps qui ne se résolvent pas autrement que via l'internet, et puis même pour tout un tas d'autres raisons. Ça peut être trop petit chez toi pour recevoir tes amis confortablement autour d'une table, et n'importe quelle autre difficulté qui peuvent être surmontées à l'aide de ces outils-là. Donc ça a été le cas de beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens ont regardé Stranger Things sur Netflix pendant le confinement, se sont dit « Ah tiens, Donjons et Dragons, oh lol », et ont découvert le JDR via les webcams et autres tables de jeux virtuelles. Et donc, tout antinomique que ça puisse paraître, effectivement, c'est quand même de cette manière-là qu'aujourd'hui, une grande partie des groupes de jeux se réunissent pour pouvoir assouvir leurs envies de jeux de rôle. Mais alors, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est, Vincent ? Et dis-moi, Jamy, mais alors c'est très simple. Le jeu de rôle, déjà, comme son nom l'indique, c'est l'incarnation d'un rôle. Première chose, hein, pour le joueur en tout cas. Donc, pour incarner un rôle, il nous faut un setting, il nous faut des règles, il nous faut une histoire. Ce setting, ces règles et cette histoire sont gérées normalement par le maître du jeu, qui veillera donc à la bonne application des règles, au bon déroulement de l'histoire et au fait que chaque joueur puisse donc bien incarner son rôle. Qu'est-ce que le rôle du joueur ? C'est son personnage tel qu'il l'a créé, c'est l'application des règles qui sont afférentes à sa classe, mécaniquement parlant dans le jeu, tout un tas de choses, mais c'est également donc le fameux roleplay, le fameux vraiment incarner son personnage, entre autres choses. Alors ça, c'est à divers degrés en fonction des joueurs. Par contre, on a des joueurs qui sont très pragmatiques dans leur application du roleplay. Mon personnage va faire ça. Je veux que mon personnage fasse ça. Il va dire ça. Et il y a ceux qui sont beaucoup plus directs. Je m'approche et je dis clairement qu'ils vont prendre et incarner leur personnage dans toute sa conviction ou absence de conviction, dans toute son amabilité ou absence d'amabilité. Mais c'est aussi l'occasion pour les joueurs de faire preuve d'ingéniosité, puisque au final, tant que le maître du jeu est d'accord, champ des possibles, sky is the limit, comme disent nos amis anglophones. Il n'est de limite qu'à ton imagination. Absolument, et c'est ça qui est formidable avec ce hobby, c'est que même avec une connaissance très superficielle des règles du système, ce que je ne recommande pas, mais c'est possible, le fonctionnement général, c'est le maître du jeu décrit une situation dans laquelle sont impliqués les personnages incarnés par les autres personnes qui jouent. Après avoir expliqué la situation, dit voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et chacun son tour, les gens autour de la table vont dire voilà, mon personnage veut faire ça, veut faire ça, et si applicable, le maître de jeu va dire
voilà, tu peux lancer ce dé et essayer d'avoir ce score-là pour savoir si ça réussit ou pas l'action que tu veux entreprendre. Et ça va avoir des applications ensuite dans tout un tas de situations différentes. Ça peut aller d'un concours de cuisine à un télécrochet pour savoir qui chante le mieux, à un combat à mort dans une arène gladiatoriale avec des gobelins. Ou pire, ou bien pire, des créatures colossales, hein, des armées de squelettes, de zombies ou que sais-je, ou même de soldats. Hein. Ça peut être parfois aussi des choses un petit peu plus compliquées, du mystère à résoudre, de l'enquête. Ouais. Je vous ai plus ou moins fait faire ça d'ailleurs avec le tout premier scénar qu'on avait fait, qui était une des aventures de niveau 1 à 5 édité par Hasbro pour Donjons et Dragons. Est-ce que ça vaut le coup qu'on en donne le titre ou est-ce qu'on en reste juste à ça? C'est à toi de me dire. Non, je pense que c'est pas vraiment la peine parce qu'en plus c'était Voilà. un peu le bordel ce livre. Ce livre était le bordel, mais par contre l'application qu'on en a faite, je pense, était relativement honorable. On a passé un bon moment, pour moi en tout cas, Oui, on s'est à beaucoup essayer de amusé. vous mettre sur la piste de ce fabuleux trésor. Oui, parce que le dernier point qu'on dira sur l'explication de comment fonctionne le jeu, c'est que les scénarios dans lesquels vont évoluer les personnages incarnés par les personnes autour de la table peuvent être des scénarios créés de toutes pièces par le maître du jeu ou des adaptations de livres avec ce qu'on appelle généralement des modules qui contiennent des scénarios plus ou moins longs, plus ou moins complexes. Et alors, toujours extrêmement détaillé dans le cas de ce que propose Hasbro, encore une fois, enfin, Hasbro Wizards of the Coast, mais bon, comprenons-nous. Hein. On a des livres qui sont très, c'est foisonnant. Hein. Voilà. Et alors, encore une fois, vous pouvez prendre le module, l'appliquer tel quel, vous pouvez prendre le module, appliquer ce que vous voulez, vous pouvez vous en ficher complètement, ne pas vouloir de module, mais avoir envie de peut-être un petit peu d'aide à la création d'un univers, utiliser un livre de setting. C'est encore une autre gamme de livres. Et si vous avez une imagination par balle, alors là, mes petits-enfants, faites-vous plaisir, ne prenez que les règles, hein, et tout ce dont vous aurez besoin. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est un hobby qui peut être extrêmement coûteux, mais qui peut aussi être extrêmement peu cher en fonction de ce dont toi tu as besoin pour kickstarter ton imagination. Exactement. Ça, c'est le point où j'allais en venir, ce qui m'évoquait ce que tu disais, c'est que on peut s'y retrouver en investissant la quantité d'argent qui nous convient. Et ça, c'est une grande qualité de ce hobby. C'est que on n'est pas obligé de se ruiner, mais si on a envie d'explorer à fond et qu'on est vraiment passionné jusqu'au bout des ongles, et ben les options commerciales existent, aussi bien directement de la part des éditeurs ou par des éditeurs tiers qui font des suppléments compatibles, mais pas directement sous la houlette du contenu officiel. Et encore une fois, là on parle vraiment et spécifiquement de Donjons et Dragons. Je pense que ça peut plus ou moins s'appliquer à Pathfinder, j'imagine. Oh, ça peut s'appliquer à quasiment tous les systèmes. Il n'y a pas grand-chose. L'existence complète des modules et des settings vendus par l'éditeur directement. Non, peut-être. Il me semble que Paizo fait quelques. Oui, Paizo, ils font. Paizo, ils sont connus pour faire des campagnes d'1 an sous forme de bouquins, avec d'ailleurs une qualité d'exécution qui est louée par son public. Parce que c'est bien une chose qu'il faudra dire, hein, c'est avant de vous lancer dans l'achat d'un livre côté Donjons et Dragons, vérifier un petit peu ses qualités telles que remontées par la communauté. Il y a des choses qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins utiles. Oui, et puis oui, il y a des scories, hein, clairement. Oui, c'est pas la peine de tout acheter de toute façon, et on peut tout à fait s'en sortir, d'autant plus maintenant que les règles de base de Donjons et Dragons sont passées sous la licence Creative Commons. Vous pouvez jouer avec vos amis, bien vous amuser, sans dépenser 1 centime. Littéralement. Juste le prix de votre connexion Internet. Si en revanche, l'idée d'avoir cette béquille que sont les livres de setting et les livres d'aventure
c'est quelque chose que dont vous estimez avoir besoin, attention, tous les JDR et tous les univers de JDR ne proposent pas ce genre de choses. Oui, alors oui. Par exemple, il n'y a, pas de, y a pas de livre d'aventure. Le livre de setting de Cyberpunk, c'est son livre de règles. En même temps, on est sur un machin qui fait à peu près, je ne sais même pas te dire en nombre de pages, on doit pas être loin des 600 à 800 pages. T'as setting et règles, mais l'aventure, tu te démerdes. C'est toi qui l'écris. Hein. Il me semble qu'ils avaient projet de sortir une aventure au-delà du starter pack qui est très, très, très fin. Mais il y a rien dedans hein, aujourd'hui. Le même éditeur avait aussi sorti le jeu de rôle The Witcher et c'est la même idée. Hein. C'est un gros livre de setting avec un gros livre de règles. Et c'est marre. Débrouille-toi. Et ça va être le cas de beaucoup d'autres systèmes. Hein. Par exemple, toi et moi, on s'était intéressé à... Comment ça, Fabula Ultima. Ultima, merci. Fabula Ultima, qui est un JDR, un JDR sur table, mais qui reprend les codes du JRPG. Donc, comment l'appelles-tu déjà? ASSS pour aventure systémique à sous-système. Merci. Je me rappelais des sous-systèmes, mais j'avais oublié l'aventure systémique. Tu vois, non, aventure stratégique à sous-système. Stratégique, pardon. Aventure stratégique à sous-système. C'est la fatigue qui parle. On enregistre tard et vous voyez, ça a ses effets pervers. Mais non, absolument pas. Le soleil brille dehors. C'est ça. Ce n'est pas le soleil qui brille, c'est ta ring light LED, mythe. Étant ça. C'est pas une ring light LED, hein, c'est un halogène. Un halogène Ikea. Un halogène Ikea dégueulasse. Magnifique. Mais oui, voilà, Fabula Ultima, c'est pareil, c'est un livre avec... alors lui, par contre, propose plusieurs settings. Oui, c'est des vidéos. Tu peux même... tu collabores avec les joueurs pour créer ton setting. Et oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que... C'est de la narration collective. Voilà. En fait, il y a beaucoup de jeux où on va rentrer dans la narration collective parce que le maître de jeu va proposer des situations, mais la résolution de la situation va dépendre de l'imagination des personnes qui jouent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se raconter une histoire ensemble. Et c'est quelque chose qui est vraiment un ciment très fort pour les relations. Parce que vous prenez n'importe quel autre hobby, et ben les trucs mémorables, c'est ce qui fait des histoires marrantes à raconter et des souvenirs communs. Et c'est pas un truc qui arrive de façon contingente dans le jeu de rôle. C'est le but de l'activité. Et à mon avis, c'est ça qui va faire que c'est une activité et un hobby très puissant et très passionnant. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. C'est vraiment ce petit côté... ce petit côté genre, dimanche dernier, on a fait tel truc, c'était complètement dingue, d'avoir un petit peu de mal à s'en remettre pendant une semaine ou deux, tu vois, genre de se dire, oh là là, c'était complètement fou. On y revient 2 parties, 3 parties après, on essaie de réémuler ça. Parfois se créer même des fils rouges. Je sais qu'avec certains de tes joueurs à la table, on réussit à imposer un fil rouge dans ta partie de Donjons et Dragons en particulier. Hein. La présence d'Exodiel maudit. Sachez que vous pouvez vous retrouver avec des références parfois assez tordues, hein, des choses qui n'ont pas grand chose à voir de base, mais bon, on fait avec. Hein. Sachez que mes joueurs ont combattu Exodiel maudit dans leur partie de Donjons et Dragons. Et on failli se faire botter le cul. Après avoir, quand même, après être passé très très proche de faire croire à un ancien dragon que l'existence d'Exodiel maudit allait devoir le chasser de son territoire, et après qu'un des joueurs, moi en l'occurrence, ait été une espèce de sujet d'Exodia, mécaniquement parlant, sous la classe de Warlock. Ouais, c'est allé loin quand même. C'est allé très loin, mais c'était aussi un très beau moment. Et c'est ça qui est beau dans le JDR, et c'est pour ça que moi j'aime ce hobby. Et on n'est pas les seuls à aimer ce hobby, puisque c'est un sujet qui est très discuté sur les réseaux sociaux. Pour peu qu'on mette le doigt dans l'engrenage, on peut vite se retrouver avec sur qui de l'Instagram, qui du TikTok, qui du YouTube, des gens dont le métier est de proposer
du contenu pour discuter de votre JDR favori. Pour nous, ça va beaucoup de parler de Donjons et Dragons, mais on peut trouver ça pour à peu près n'importe quel système. Ou même juste créer du contenu vaguement connexe. Hein. T'as des TikTokers qui ont un succès dingue. Je pense notamment à Adventures in Ardia avec sa série Roll for Sandwich. La seule chose que ça a de commun, c'est qu'il crée des tables de rôle pour faire son sandwich tous les jours. Et ça marche. Ah bah, C'est assez drôle à regarder en plus, c'est ça le pire. Ah bah, j'en suis persuadé. Et parmi toutes ces créations de contenu, on va avoir donc des choses vaguement connexes comme Roll for Sandwich, mais on va aussi avoir de la création d'aventures, ce qu'on appelle du actual play. Donc on peut avoir ça sous forme de podcast, sous forme de streaming, avec Les deux. le célèbre Critical Role et autres Dimension 20, The Adventure Zone. Brennan Lee Mulligan. Et avec des gens qui deviennent des superstars, avec des business à plusieurs millions de dollars à leur nom. Bah là pour le coup, Critical Role. Oui. 100%. Chose amusante d'ailleurs, hein, Critical Role a laissé, fait que régulièrement, Matt Mercer, pardon, excusez-moi, laisse sa place de GM à d'autres personnes. Il l'a laissé également, du coup, à Brennan Lee Mulligan, qui est normalement le DM et animateur de l'émission Dimension 20, qui est un autre actual play. Ce qui fait de Brennan, du coup, un maître du jeu sur deux plateformes vastement différentes, mais qui ont un succès assez retentissant dans les deux cas. Ouais, donc c'est et le dernier type de contenu qui est créé, c'est du commentaire de contenu publié avec des guides stratégiques pour telle ou telle classe, des conseils pour les maîtres du jeu et des discussions. Classement d'objets magiques, classement de classes, Ça, on en trouve dans tous les sens et on trouve aussi du coup beaucoup de commentaires sur comment on joue au jeu et sur quelles règles sont pas forcément GG, quelles règles sont injustement ignorées, comment optimiser autour des règles. Et petit à petit arrive une question qui est inévitable quand on fait du JDR, c'est la question dite en anglais de homebrew, ou de créer des règles maison pour son JDR. Si vous trouvez qu'il y a une règle dans le bouquin qui n'est pas à votre goût ni au goût des gens autour de votre table, eh ben il n'y a rien ni personne qui vous empêche de dire que en fait la règle soit elle n'existe pas, soit en fait elle fonctionne comme ça. Et ce qu'on a fait à ma table, tu te rappelles. Tout à fait, absolument. On a pris une mécanique de Donjons et Dragons qui s'appelle l'inspiration, qui est parfois un petit peu laissée de côté dans le feu de l'action des parties. On l'a transformée en une capacité mécanique en combat qui permet à chaque classe d'exprimer quelque chose de très puissant, mais il faut que le joueur l'ait mérité, ou il faut que le joueur ait pu accumuler au moins ce petit point pour pouvoir le faire une fois dans une séance. Ouais. Et donc, il y a des chaînes entières qui sont dédiées en fait à créer des règles maison et à les proposer en justifiant de leur bien fondé, en disant regardez cet aspect la mécanique du jeu il n'est pas très intéressant, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus simulationniste, ou alors au contraire beaucoup plus fun et beaucoup plus simple. Si on remplaçait ces règles-là par ces règles-là, ce jet de dés, on pourrait le remplacer par une activité annexe, machin. On pourrait faire une cross-référence avec les capacités des personnages et puis faire un jet de dés en parallèle qui a rien à voir. Et en fait, ce serait beaucoup plus rigolo. Regardez, dans tel jeu vidéo, ils font comme ça. Et ben en fait, on peut émuler notre expérience de JDR pour que ça fasse plutôt comme dans ce jeu vidéo. Et je trouve que c'est plus rigolo dans ce jeu vidéo, donc j'ai envie que dans ma partie de JDR ce soit comme dans ce jeu vidéo plutôt que comme c'est prévu dans les règles, parce que ça me fait plaisir, et en soi, j'ai pas de problème intrinsèque avec la génération de ce contenu. Là où ça devient un petit peu chelou, c'est le contenu qui est donc spécialisé là-dedans, et qui propose toutes les semaines des nouvelles règles maison pour le jeu, avec des modifications, du coup, qui vont être de plus en plus extrêmes. Et
et qui vont rendre le jeu méconnaissable. Si on prend, si je cite une chaîne et je la cite parce que je veux donner un exemple et le but c'est pas de dire du mal de cette personne. Je suis content que sa carrière sur YouTube lui permette de faire ça. Tant mieux pour lui. C'est mieux qu'elle est à la mine. Mais si on prend quelqu'un comme comment il s'appelle, Dungeon Coach, GM Coach, je sais plus. DM Coach? Je ne sais plus. Il y a coach dans son nom, mais c'était un YouTuber qui, en gros, toutes les semaines, il vous propose une nouvelle modification des règles de Donjons et Dragons. Si on prend sa chaîne depuis le début et qu'on fait toutes les modifications qu'il a proposées, on peut jeter son livre à la poubelle et jouer avec des règles qui n'ont plus rien à voir avec Donjons et Dragons, au point que, voilà, en fait, on joue à un autre jeu. C'est également le gros reproche que je faisais à la chaîne de Dungeon Craft. Donc, un professeur Dungeon Master qui a un peu une tendance à vouloir tout ramener à la vitesse d'exécution et du coup appliquer énormément de petites règles maison qui simplifient les choses, comme peu de PV ou une initiative de groupe. Les actions sont toutes résolues en même temps. Et là où tout ça est intéressant, ouais. Mais il faut, à mon sens, piocher. Ouais, mais là où je suis, là, ça va être en rapport avec ma hot take. En fait, bon, on va commencer par ma hot take, ensuite on parlera de professeur Dungeon Master. Ma hot take, c'est la suivante. Je pense que à un moment, ces gens-là, ils font du contenu pour faire du contenu, ils y croient plus trop à leur modification, à leur homebrew, parce qu'il y a des trucs, ça devient complètement ridicule. J'ai vu l'autre jour une vidéo qui voulait... Dans Donjons et Dragons, l'armure, ça sert à éviter les dégâts, ça sert pas à les absorber. Et donc, quand on fait une attaque, on lance un dé pour savoir si l'attaque touche. Et c'est un jet où on lance un dé 20 et on veut ajouter un modificateur. Et on veut avoir un score qui dépasse un nombre qu'on appelle la classe d'armure de la cible. Si on égale ou dépasse la classe d'armure, c'est bon, on touche. Et ce système-là, apparemment, c'est trop compliqué pour des gens, donc ils veulent des systèmes différents. Et le dernier en date que j'ai vu, qui était quand même complètement délirant, c'était de dire, au lieu d'avoir de lancer un dé pour savoir si ça touche, puis de lancer des dés pour savoir si on fait des dégâts, on lance juste les dégâts. Et la classe d'armure, c'est un seuil de déclenchement des dégâts. Et si on est en dessous, ça fait pas de dégâts. Si on est au-dessus, ça fait des dégâts. Ça n'a plus rien à voir. On joue à un autre jeu avec des maths qui sont complètement différentes. C'est pas odieux en soi, mais là, on change de jeu. Et donc, je pense vraiment que ces gens-là, ils font du contenu pour faire du contenu. Ils se rendent bien compte que ça n'a plus rien à voir avec le jeu de base, mais leur modèle économique est enfermé dans l'identité de chaîne sur laquelle ils se fondent, et il y a plus moyen de s'en sortir, quoi. Donc il faut continuer de proposer des règles de plus en plus stupides et qui ont de moins en moins à voir avec Donjons et Dragons. Et le problème, c'est que ces règles, on peut trouver qu'elles sont pas bien, on peut trouver qu'elles sont perfectibles, on peut trouver que l'expérience de jeu est meilleure quand on applique beaucoup de règles maison. Et puis un jour, on a besoin de changer de table de jeu. Et si on est trop habitué à avoir des règles maison qui ont plus rien à voir, et ben en fait on jouait plus au jeu dont le nom est marqué sur la couverture du livre. On jouait à un autre jeu. Et quand on va voir un autre groupe, on dit tu joues à Donjons et Dragons ? Ouais, on joue à Donjons et Dragons. Tu y vas. Et en fait, tu joues plus au même jeu. Et je pense que ça, ces créateurs de contenu en sont bien conscients, mais qui s'en foutent parce que continue de créer du contenu, quoi. Je vais te redonner la parole juste après, je reviens sur Dungeon Master, donc la chaîne Dungeon Craft. Là où il a été très cohérent, ce créateur de contenu-là, c'est qu'il a créé son système de jeu. Et il l'a dit très clairement dans une vidéo récemment, à sa table, c'est pas à Donjons et Dragons qu'il joue, c'est à son système à lui. Récemment. Parce que pendant très longtemps où je regardais ces vidéos, c'était littéralement l'application au fur et à mesure que le temps passait de l'exercice de pensée du bateau de Thésée. Oui, c'est vrai. Plus tu remplaces des petits bouts de l'expérience, au plus tu t'en éloignes. Et au final, il montre bien en ayant fini par dire maintenant on joue à mon système de jeu
et on ne joue pas à Donjons et Dragons 5e édition avec des petits bouts qu'on changeait partout. Donc il a fini par remplacer le bateau. Le bateau n'est plus le bateau avec lequel Thésée est parti en mer. Un autre bateau qui est arrivé à destination. Ah, c'est très beau cette métaphore du bateau de Thésée dans un épisode de Hot Takes et Slow Burn. Je savais que ça te plairait. C'est quelque chose sur lequel je voulais venir depuis tout à l'heure, parce que je t'entends parler de homebrew et de modification des règles. Et je trouve que le homebrew et la modification des règles, c'est des choses qui sont toujours intéressantes. Il n'y a pas à dire. Rajouter un petit truc personnel, une petite touche, c'est sympa. Mais tu noteras que, en général, ce qu'on fait à peu près tous sur une table de Donjons et Dragons, c'est choisir les règles qui nous emmerdent et pas les appliquer. Et ça tombe à peu près sur des règles optionnelles, la plupart du temps. L'encombrement, la survie en... Je connais peu de tables qui appliquent vraiment les règles de survie à la lettre. T'as pensé à prendre de la bougie pour la nuit ? T'as pensé à prendre de quoi manger ton repas le soir ? Ça a son intérêt, mais dans des tables très narratives, généralement, c'est pas des expériences que tu vas chercher. Et ça au fond, c'est juste ajuster tes options de jeu. Mais quand tu commences à faire ce que nous, on avait fait, du coup, créer une règle qui n'existe pas, tu apportes ton add-on. Tu viens gentiment mettre, comment dire ça, ton petit mode sur le jeu. Si ton jeu est modé de partout, joues-tu toujours au même jeu ? Oui, bah oui, tout à fait. Voilà. Et encore, quand on ajoute des règles, c'est une chose. Quand on commence à remplacer des règles, là, on est vraiment dans le bateau de Thésée, pour le coup. Non, mais c'est ça. Après, remplacer une règle par quelque chose d'amusant qui permet à tout le monde de se servir d'un système dont on ne se servirait pas autrement, passe encore. Mais voilà, si on choisit d'appliquer à la lettre, par exemple, les contenus que tu dictais juste avant, les choses vont vraiment commencer à se compliquer parce qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment particulièrement stupides. On est bien d'accord. Ça n'a pas de sens. Il y a des trucs, ça n'a pas de sens. Et vraiment, ils sont en cours d'idée, ils veulent créer du contenu. Mais même des créations de classes et sous-classes, parfois, pour un... Ouais, alors ça, mes amis, si vous avez déjà vu passer sur des sites d'éditeurs tiers des sous-classes en vente à pas cher, soyez prudents. Ça peut être des trucs qui n'ont pas été testés et qui n'ont pas été approuvés par une équipe de testeurs, donc ça peut être vraiment n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que en session 0, la fameuse session où on discute un peu des objectifs, où on crée les persos, où on s'accorde sur les règles, moi, il y a une règle que j'aime bien forcer, c'est que, sauf à ce qu'on soit tous d'accord pour et qu'on n'en abuse pas non plus dans une certaine mesure, pas de homebrew externe à la table, pas de Unearthed Arcana qui sont des classes qui ont été ou playtestées ou abandonnées, ou sont en cours de playtest. Oui, parce que c'est... Enfin, bon, après ça, là, on est sur le spécifique Donjons et Dragons. Ça devient vraiment spécifique. Ça devient vraiment spécifique, mais voilà, l'idée c'est que à un moment, si vous plaît pas le système, peut-être que c'est le moment de changer de système, parce que si tu changes toutes les parties jusqu'à plus le reconnaître, c'est que tu jouais pas au bon jeu à la base, quoi. Ergo, si tu changes toutes les parties du bateau, es-tu parti avec le bon bateau également ? C'est pas l'exercice de pensée d'origine, mais on peut se la poser aussi, la question. C'est pas interdit. Mais oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il en va de même pour les jeux modés. C'était plus ou moins ce que je disais à demi-mot. Mais j'ai vu des exemples de modding de jeux où tu finis par te demander, mais au fond, on joue au même jeu ? Vraiment ? Ouais, et le fait de jouer au même jeu, c'est... bon, vous n'allez pas changer de table de jeu très souvent au cours de votre vie, mais quand ça arrive, c'est quand même sympa de savoir qu'on joue au même jeu et de savoir qu'on joue vraiment au même jeu. Donc voilà, ma hot take pour cet épisode, c'était ça. Un dernier mot, Vincent ? Absolument pas. Bon, je pense qu'on a été assez volubile ce soir. Eh bien écoute, dans ce cas-là, on va s'arrêter là pour cette semaine. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast
le podcast qui vous parle d'expériences de jeu, où on retrouve Vincent d'ailleurs. Merci à toi Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Paul pour le montage. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes crèmeries, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et autres, pragmastic.fr, PodCloud évidemment. Mettez-nous des avis 5 étoiles, ça fait plaisir. Envoyez-nous vos diverses doléances et autres lettres d'insultes à hottakes.slowburn@gmail.com. Si c'est des lettres d'amour, vous pouvez les envoyer aussi. Évidemment, venez nous voir sur Discord. On a un lien sur pragmastic.fr et pragmastic.fr/hottakes pour ce Discord où vous pourrez discuter en direct avec vos créateurs de podcasts préférés. Merci à vous de nous écouter. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo et à des jeux de rôle. Allez, salut tout le monde. Les rageux.